Nous allons donc poursuivre cette deuxième partie de cette journée avec Michael Parcello. Nous sommes très heureux, très fiers d'accueillir Michael. Euh, je vais vous le présenter, je vais essayer de vous le présenter, si c'est possible, de manière la plus précise et la plus concise possible. Vous allez voir que c'est pas facile. Donc Michael est un peintre catalan, internationalement reconnu, enfant de Majorque, de la Méditerranée, qui depuis plus de 40 ans maintenant bâtit une œuvre foisonnante, protéiforme, en explorant tous les domaines: peinture, céramique, sculpture, gravure, dessin, installation, performance. Autant de territoires qui participent d'une même démarche créatrice, puissante et audacieuse. Alors je ne vais pas me risquer de détailler l'ensemble de cette œuvre considérable, mais juste rappeler quelques points d'étape importants du parcours de Michael. Et si je fais des erreurs, vous m'arrêtez. Dire qu'après avoir appris le dessin dans votre enfance, on va y revenir, vous avez découvert dans un premier temps, vous avez fait un premier voyage à Paris, vous avez découvert notamment l'art brut, que vous avez organisé votre première exposition à 17 ans à Palma de Majorque, qu'ensuite vous êtes rentré aux Beaux-Arts de Barcelone, où je crois que vous avez le record le record de fréquentation, de scolarité de l'école, puisque vous êtes resté une semaine. Voilà. En 1982, donc, vous quittez Barcelone et vous participez à une manifestation internationale majeure, la Documenta de Cassel, où vous rencontrez Joseph Beuys, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, avec qui vous vous liez d'amitié. Et puis, après avoir vécu et travaillé à Naples, séjourné à New York, vous vous installez à Paris, qui constituera un point d'ancrage permanent dans votre vie et dans votre carrière. 1984, le drame. Vous connaissez un grand succès, vous devenez très célèbre à 27 ans. Du coup, vous fuyez au Portugal. Et puis, en 1988, là, c'est un vrai tournant dans votre vie, dans votre œuvre, puisque vous réalisez votre premier voyage en Afrique, en traversant le Sahara jusqu'à Gao, au Mali, où vous allez vous installer au début des années 1990. Vous habitez alors en alternance à Majorque, Paris et au Mali. Puis, début des années 2000, les années 2000 donc vous consacrent comme peintre contemporain majeur, avec notamment 2 expositions simultanées au Musée d'Art Moderne de Paris, au Jeu de Paume, une rétrospective au Musée d'Art Contemporain de Barcelone. En même temps, vous illustrez la Divine Comédie de Dante, qui fera l'objet d'une présentation au Louvre. Et vous réalisez 2 œuvres monumentales, la décoration d'une chapelle à la cathédrale de Palma de Majorque et la coupole de 1500 mètres carrés du Palais des Nations de Genève. Voilà, je vais conclure juste sur cette brève présentation pour citer 2 autres projets importants qui dépassent votre travail habituel. En 2006, vous séjournez une longue période au Mali pour donner des cours au Conservatoire des Arts et Métiers aux étudiants au Mali. C'est l'école de Beaux-Arts, ça s'appelle le conservatoire, mais c'est l'école de Beaux-Arts. Et vous créez un spectacle performance avec le chorégraphe et danseur Joseph Nadj, Passo Doble, présenté au Festival d'Avignon. Donc des événements, des réalisations, des étapes décisives dans lesquelles vous revenez dans ce livre de la Vida Mia, qui est un autoportrait en mots et en images, un voyage dans votre vie, dans votre œuvre, à travers vos carnets, vos peintures, vos dessins, vos ateliers, où il est question justement de l'enfance, de la Méditerranée, du rapport au corps, à la matière, de l'intensité de la passion de la peinture, et on le retrouve des visages, des poissons, beaucoup de poissons, des fruits, de la terre, des animaux, des grottes, des livres. Voilà, donc c'est un bout de ce voyage qu'on va vous inviter maintenant, puisque la rencontre va se faire en images,
Donc on va voir comment on va voyager à travers ces images. Et justement, avant d'évoquer le livre, Mickaël, il y a une série d'images derrière nous. Et j'aimerais vous proposer une petite règle du jeu, parce que je sais que vous aimez bien ça. C'est peut-être d'en choisir 2 ou 3, et peut-être de vous présenter à travers ces œuvres. Commençons par la toute première à gauche, non? Sur la carte de Majorque. Ça, moi, j'habite tout à la pointe en bas, à droite, en haut. Et je suis né plus ou moins, là où il y a un point jaune, en bas, tu vois, là c'est Felanitch, là où je suis né. Il y a une tête de chèvre à côté. Et là où j'habite, il y a une tête d'âne, tu vois, c'est une montagne à côté de Cap Farouche. Il y a une tête d'âne et de vache. Enfin, c'est des cartes que j'ai faites il y a quelques années. Souvent, c'était des pièces pour indiquer. Enfin, c'est comme ces cartes politiques, géographiques, économiques, non? Mais il n'y a que des ânes. C'est une île d'ânes. Pour résumer, on peut dire que c'est ça. J'ai toujours bien aimé, c'est la seule école à Majorque intéressante, sauf Ramon Llull, qui c'était un philosophe du XIVe siècle, c'est l'école de cartographie. C'est une école juive de Majorque de gothique. C'était le seul moment où ils ont exporté des choses intéressantes. Sinon, ils ont importé des choses sans aucun intérêt pendant des siècles et des siècles. L'école cartographique, il y a la carte MapMonde majorcaine qui s'appelle Atlas Catalan, quoique il est majorcain, il est à la Bibliothèque nationale de Paris. C'est la première fois où l'Afrique est représentée dans une carte de MapMonde avec les royaumes différents. Pour moi, c'était très important cette école de cartographie. J'ai passé beaucoup d'heures à regarder ça. Oui. C'est une forme de peinture, disons. Ah oui, c'est fini la carte. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Mais on peut... Je pensais que ça se développait. Ah non, je sais pas si jamais vous voulez développer. Prendre le deuxième ou le troisième, on prend l'écran de Pinocchio, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pinocchio mort, ça c'est une céramique que j'ai faite au Mali en 91, 92. Et c'était peut-être la toute première céramique que j'ai faite. Et puis j'avais modélé un crâne humain, de la taille d'un crâne humain, sans tenir compte que l'argile, ça se rétrécit. Alors, du coup, ça devenait comme un crâne d'un enfant. Et puis, j'étais un peu perturbé, tu vois, avec un crâne d'enfant. Et puis je lui ai rajouté le nez long, et puis ça marchait, tu vois, comme c'est Pinocchio mort. Mais c'est une œuvre comme toute œuvre produite d'un malentendu, d'un accident. Même la brûlure que j'aime beaucoup, c'est une mauvaise cuisson. Maintenant, c'est pour ça que j'aime. Mais quand je la regarde, n'importe quel céramiste verrait tous les défauts qu'il y a dedans. Et je trouve miraculeux qu'il a survécu jusqu'à aujourd'hui. Elle est à Barcelone en ce moment dans une exposition. Et c'est vraiment d'une fragilité. Mais les choses plus fragiles, souvent, c'est les plus durables. Non? C'est une paradoxe de la céramique. Une dernière? Oui. Allez. Alors, choisis-toi. Prends J'hésite. J'hésite entre l'éléphant et la tauromachie. Ah ouais. Ou la Divine Comédie. Oui, vas-y, la Divine Comédie, alors, si tu hésites. Voilà. Oui, la Divine Comédie, tu sais, je connaissais l'enfer, justement, je ne connaissais pas le paradis ni le purgatoire. Et j'y ai passé des années je ne me rappelle même pas quel moment ça illustre cette image. Mais c'était un bonheur, je vivais dedans. Pendant 2 ou 3 ans, finalement j'ai dû l'éditer parce que les éditeurs me poussaient à finir. Mais c'était... Ah oui, je crois que j'avais fini l'enfer. Et je m'attardais au paradis, ça fait bon vivre au paradis. Et une très belle chose de Dante, c'est qu'il a imaginé la carte de l'enfer et il a imaginé les cartes du paradis. Ça, c'est formidable, c'est la pure métaphysique, non? C'est la lumière à la fin, c'est dans les yeux de Béatrice, non? Qui est morte, qui n'a jamais...
Elle a vécu, mais elle a vu que peu de fois. C'est-à-dire, c'est la lumière dans ses yeux, c'est ça le paradis, c'est comme des cercles de lumière. De la lumière, c'est très beau. J'étais en. C'est drôle parce que c'est une œuvre que j'ai fait pendant des années. Je ne suis pas du tout illustrateur et je ne pense pas qu'on puisse appeler ça illustration. Mais maintenant, avec perspective, je me dis que pour mon travail, c'était important, ça créait une sorte d'iconographie nouvelle dans mon travail. Et ces rapports avec la religion, que c'est intéressant, ça me poursuit depuis toujours. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais j'y échappe pas. À Paris, mon atelier était dans une église rue d'Ulm, magnifique, une église, l'église de Marie Curie, de l'hôpital Curie. C'était une église qui a été démolie pour agrandir l'hôpital, mais pendant 3 ans, c'était mon atelier en 82, 83, jusqu'avant 90, c'était mon atelier. Et c'était génial d'avoir des milliers de mètres carrés. Et quand il faisait trop froid en hiver, je montais au réfectoire, parce qu'il y avait aussi les bonnes sœurs qui habitaient là. Et j'avais toute la mémoire de toutes les choses de radium, de toutes les expériences. Il y avait notamment des caisses avec des fiches. Et s'il portait une tache noire, c'est que ça n'avait pas marché. J'ai appris ça à force Et puis j'avais accès aux catacombes depuis cette église. Alors, au début, tu sais, une église, c'est pas fait pour peindre dedans, c'est fait pour faire autre chose. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens de mon âge ici, vous vous souvenez de Minitel, que c'était le premier ordinateur, s'appelait Minitel. Et j'avais eu droit à un Minitel que j'avais mis sur l'autel de l'église. Il faisait des petites lueurs, mais je pense que c'était le tout premier des premiers quartiers de Paris. Alors j'ai installé mes tableaux, chacun dans une chapelle, comme il se doit dans une église, non? J'ai peigné par terre avec de grands chauffages au gaz. Et dès que mes tableaux énormes de bibliothèque et d'atelier étaient finis, je les installais dans des chapelles. Alors j'avais une chapelle d'atelier de peintre, une chapelle de bibliothèque. Chacune avait son sujet. Et finalement, j'ai reconstitué une espèce de culte presque. Oui, j'avais même un confessionnel où j'ai fait passer pas mal de gens. Oui, c'était bien. Oui, mais c'est drôle parce que j'ai pris ça comme ça. Ensuite, c'est revenu, j'ai eu une chapelle à Naples, et puis enfin, j'en passe, mais ça me poursuit. Comme quoi, la Divine Comédie, c'était une suite dans la même lancée. Oui. Alors, avant de poursuivre en images, puisque là tu as déjà évoqué pas mal de choses qu'on va aborder, la religion, les églises, les cathédrales, les ateliers, l'Afrique, oui. J'aimerais qu'on commence par le tout début du livre. Oui. Le début du livre, il s'ouvre sur cette phrase, enfin sur ces phrases, peindre, nager, lire, oui. C'est ce que je fais toujours. Mais j'écris aussi, des fois, le moins possible, mais toujours. Comme hélas ici. Dans vos carnets, vous dites que souvent, les carnets sont l'objet d'une lutte entre le dessin et l'écriture, oui, et que souvent c'est le dessin qui gagne. Oui. Et vous écrivez aussi dans ces carnets que plus vous peignez, moins vous écrivez, que plus vous peignez, plus vous voulez peindre. Du coup, ma question, c'est pourquoi avoir écrit ce livre? Oui, c'est une bonne question. Là, je me demande ça aussi. Et la deuxième question, c'est pourquoi l'avoir écrit en français plutôt que dans votre langue maternelle? Oui, mais j'écris en français parce que si j'écrivais en catalan ou en espagnol, que c'est mes langues, bon, le catalan, ce serait ma langue maternelle, le catalan de Majorque, mais en français, j'ai une totale impunité. Tu vois, si c'est raté, on peut dire oui, mais de toute façon, c'est comme si j'écrivais en latin. Je lis beaucoup en français, je suis un bon lecteur. Mais si j'écrivais en catalan, je voudrais corriger mes phrases, faire de la littérature. Je ne tiens pas du tout à faire de la littérature. Je veux écrire des cartes postales télégraphiques. Oui, de télégrammes qu'on paye au mot. Quelque chose de très moins possible. Oui, c'est ça. Si j'écris, c'est que je ne peux pas le peindre. Si je pourrais me débarrasser en peignant, je n'écrirais pas, je pense.
Ça vient de temps, quand j'étais enfant, à l'école, j'avais ces carnets où on écrivait l'école, disons, les parties écrites, c'était au début, et puis de la dernière page vers l'avant, je dessinais où je faisais mes expériences. Et souvent, je voyais que la partie derrière gagnait, la partie dessinée ou traficotée gagnait à la... Et c'est ça maintenant que j'essaie de... Je maintiens un peu ce double... Oui, mais ça revient au même. Hein. La calligraphie, c'est une forme de dessin. Et puis, à la fin, ça revient au même. J'ai commencé à écrire beaucoup en Afrique parce qu'il faisait tellement chaud que je n'arrivais pas à peindre. Et souvent, après l'été, je restais dans l'ombre et je prenais un carnet, alors je notais. Ou sinon, quand j'étais malade ou en diarrhée, tu vois, ça arrive régulièrement, chez Dogon. Alors j'écrivais aussi. Quelqu'un m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi tu vas en Afrique, parce que tu es toujours malade. Et c'est parce que dans mon carnet, il y a souvent, comment je dis, fièvre, diarrhée, vomissement. C'est souvent parce que c'est à ce moment-là que j'écris. Si je vais bien, je peins et j'écris rien. Mais peut-être si j'étais malade 10 fois en 20 ans, ces 10 fois j'ai écrit quelque chose. Alors ça semble énorme dans un livre, oui. Parce qu'on avait publié un autre livre qui s'appelle Carnet d'Afrique, que c'est la transcription de mes écrits avec quelques dessins, mais les carnets occupent une petite place. Mais vous disiez, ma mère gardait tous mes carnets d'enfance, pour quelque raison, elle les gardait tous. Alors j'ai eu tous ces carnets, alors j'ai finalement gardé aussi mes carnets, parce que j'ai souvent fait ce que ma mère m'a dit de faire. Alors j'ai gardé les carnets, et je les ai toujours, maintenant je n'ai pas 400 ou 500. Je n'exagère pas, peut-être que tu les as vus à l'atelier, non, tous rangés dans un mur. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferais, quelque chose. Mais c'est drôle parce que je vois, bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. J'avais écrit dans ce livre qu'à 10 ans, on a déjà tout appris dans la peinture, mais je pense, quand tu regardes les carnets, c'est tout à fait ça. Oui. Justement, oui, vous dites que au début du livre, donc la peinture est vraiment liée à l'enfance. Ah oui, oui. Que vous avez l'impression, comme vous venez de le dire, d'avoir fait à 10 ans à peu près tout ce que vous avez refait ensuite. Est-ce que vous refaites encore? Ça semble un peu, dit comme ça semble un peu sportif, mais souvent, quand je crois que je fais quelque chose de nouveau en peignant, je me dis, ah, mais non, j'avais fait ça déjà quand j'avais 12 ans. Et je me rappelle d'une image que je prenais une feuille de papier un peu couchée, tu vois, des papiers comme... alors je crachais dessus, je mettais une goutte d'encre de Chine, puis je soufflais. Et ça fait comme une espèce de mac maintenant qui grandit peut-être tous les enfants ont fait ça, je ne sais pas. Ensuite, souvent, je lui donnais une forme où je trouvais que ça devenait quelque chose, un monstre, mais ça commençait comme ça. Et puis, j'ai l'impression que je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça. C'est un peu tout mon travail, toujours dans ces sortes de... je pense à cette bataille qui disait les crachats de Dieu. Oui. Quand j'ai fait cette œuvre des Nations Unies, un des titres possibles, c'était les crachats de Dieu. Mais évidemment, ça n'a pas beaucoup plu. Mais j'aimais bien cette idée de cracher et qu'ensuite on crache. Les Dogons font ça. Ils crachent la peinture, c'est-à-dire ils mâchent les restes de bière de milk, c'est blanc, c'est comme un millet concentré, et ensuite ils les crachent comme dans les cérémonies vaudou, et puis c'est comme un dripping, mais fait par la bouche, pas par la main. Oui. Est-ce que cet apprentissage de la peinture enfant, à ton avis, s'est intensifié du fait d'avoir passé cette enfance sur une île de la Méditerranée, dans les années 60, avant l'industrie touristique, enfin avant que Majorque... Voilà, avec Monder, on a évoqué la Méditerranée. Avant le tourisme. Avant le tourisme. C'est vrai que dans ton œuvre, il y a une importance vraiment au paysage marin, aux poissons, aux poulpes. Donc, à ton avis, est-ce que... Voilà, sans doute, parce que c'est quand même bizarre. C'est un monde qui n'existe presque plus. Moi, j'ai dit souvent, et je pense que c'est très précis, que Majorque 1957 ressemblait beaucoup à Majorque de 1857. C'est-à-dire, dans ma rue, c'était pas goudronné, il y avait des ânes, on allait faire, les rythmes étaient saison des amandes, la vendange, des abricots, et puis on allait à la mer pêcher, puis c'était comme
Ah oui, c'est la vie que j'ai appris. C'est-à-dire, les tourismes sont arrivés avec mon adolescence. C'était le tourisme, c'était des sets, c'était des objets inouïs. Mais pour moi, le tourisme, c'était comme la découverte de drogue aux années 80. Et je compare beaucoup l'industrie touristique à la drogue. Tout le monde pense qu'il peut la contrôler et on ne contrôle rien. C'est exactement ça. Et c'est une grande victoire d'une espèce de capitalisme pervers, non, le tourisme, c'est ça. Mais bon, là, ce serait une autre conférence. Mais oui, que c'était pour moi, c'était très important. Mais tu sais, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, j'aurais donné un doigt de pied pour être né à New York, parce que ça me semblait absurde, parce que quand je regardais les peintres que j'ai regardés dans les livres qui me plaisaient, ils venaient tous des endroits honorables. D'être né à Majorque, pour moi, ça me semblait comme si j'étais à Disneyland, tu vois, ça me semblait pas possible. Et surtout, il y avait très peu de modèles dans l'île. Le seul modèle, c'était Joan Miró, qui était là, et puis sinon, des peintres qui étaient des artistes gothiques, tu vois, ou des cartographes, enfin, c'était un désert culturel. L'Espagne de Franco, déjà, c'était un désert culturel. Et l'île, c'était un désert dans un désert, non? Une île dans un désert, dans un autre désert plus grand. C'est comme ça que je l'apercevais. Et pour ça, tu vois, j'avais une obsession de départ qui ne m'a pas quitté, probablement. Alors, après, j'ai compris que c'était un trésor d'avoir appris, comme j'ai dit ici, les noms de poissons, les noms des arbres, que j'ai appris à plonger, à pêcher, bon, toutes ces choses que j'ai... oui, c'est un trésor, mais que quand tu le vis, c'était un encombrement. Oui. Alors l'enfance, ça renvoie aussi à la mère, M-E-R-E. Vous avez évoqué la vôtre. Vous lui rendez hommage dans le livre. C'est elle qui vous a initié à la peinture, puisqu'elle était peintre. Oui. Je voulais savoir donc à la fois le rôle qu'elle a joué, qu'elle joue encore, puisque votre mère, qui a 96 ans, maintenant brode, enfin elle brode depuis très longtemps, elle brode toujours, et vous créez avec elle des œuvres assez complexes, comme une sorte de conversation entre peinture et broderie. Oui, on a commencé il y a plus de 20 ou 30 ans. En fait, c'est ma mère qui a commencé à broder comme ils font toutes les mères de chez moi, de broder les draps de livres de ton futur. Quand tu vas te marier, tu auras ton héritage en forme de drap brodé avec les initiales. Et il y avait mes initiales que j'ai trouvées épouvantables. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas autre chose que ces lettres? Et puis, j'ai fait quelques dessins et on a commencé comme ça à faire des broderies qui sont devenues des choses énormes. Là, c'est des petits fragments d'une espèce de carte, justement, avec des poissons et des pieuvres. J'ai fait des taches de couleur ici Oui, mais c'est un travail qu'on a fait pendant très longtemps. Ma mère vient de mourir à presque 98 ans, mais il y a quelques mois, oui, un mois ou deux. Et, oui, mais jusqu'à il y a un an, elle brodait tous les jours, beaucoup d'heures par jour. Oui, elle a passé de la peinture à ça sans beaucoup de... En fait, elle a arrêté de peindre à peu près quand j'ai commencé. Et puis elle a commencé à broder sans prétendre faire une œuvre, tu vois, c'est devenu comme ça. Mais c'était drôle de parler de couleurs oui, on se téléphonait pour dire de quelle couleur elle devait broder les poulpes, tu vois, Et je me rappelle quand j'ai fait ces pieuvres avec la tache noire, elle me disait, mais c'est dommage, c'était tellement joli, maintenant c'est tout sale avec la tache noire. Murke, c'est de marque noire, oui. Oui, là c'est bien, on voit tous les détails. Mais tu vas broder, c'est point après point. C'est très élaboré, peut-être dans une seule journée, il fait une pâte de ces coques. Voilà la carte. C'est la carte de Majorque inversée deux fois. C'est-à-dire, ici c'est le haut et lui c'est de l'autre côté. C'est un petit jeu pervers comme ça. Et il y a beaucoup de poulpes. Dans mon œuvre, il y a plus de poulpes que dans la vraie vie. Le pourcentage n'est pas si grand. Il y a aussi un animal qui vient comment il s'appelle, une iguana. Il y a une iguana qu'on n'a pas chez nous à Majorque, des iguanas. Oui. Sinon, tous les coques, les calamars, les rascas, et
Et oui, les autres poissons, le seul animal exotique, c'est l'iguane, je dirais. Oui, mais on a fait une vingtaine on montre quelques-unes de ces broderies à Monaco la semaine prochaine dans une expo dans un musée. Oui. C'est une expo qui ouvre Oui. la semaine prochaine donc, Oui. au musée océanographique, c'est Oui. ça? Non, pas au musée océanographique. L'expo s'appelle océanographique, le musée s'appelle Villa Paloma, c'est un Villa Paloma. musée d'art contemporain de Voilà. Monaco. Jusqu'à... Tout l'été, j'imagine, non? Ça doit être jusqu'à... Je sais pas. Je sais pas. Non, mais ça dure plusieurs mois, normalement. Alors... Ma mère était peintre de paysages au plein air, tu vois, c'était son truc avec un chevalet. Elle a fait... Moi, j'ai vu des photos de ma mère quand j'étais pas né, avant ma naissance. Il faisait le tour de l'île avec mon père en moto et ma mère peignait avec un chevalet de petits paysages de l'île et puis faisait, tu vois, des étapes comme ça. J'ai trouvé ça très charmant. Ensuite, je suis allé enfant, il y avait toujours chez moi, ça sentait l'huile depuis que je me souviens. Et puis j'ai commencé à peindre, surtout avec des amis de ma mère, parce que j'étais plutôt doué, alors ils me trimballaient comme... Et puis j'ai appris ça assez vite, tu vois, avec l'huile. Mais la peinture de cette époque, c'était une forme de pâtisserie, tu sais, comme travailler très épaisse, comme de grottes presque. Pour moi, c'était entre pâtisserie et peinture, c'était presque comestible. Et je me rappelle, c'était drôle parce que les grands tableaux en plein air, en brousse, après on les laissait sous les arbres parce qu'ils étaient trop grands pour le trimballer, tu vois, ça colle, ça sèche pas vite, ça. Et le matin après, c'était plein de choses collées sur des insectes, de papillons et de bribes de pain. Et c'était magnifique. Et puis mon maître, le monsieur qui m'apprenait, je lui disais, ah non, c'est bien, je le laisse. Il me disait, non, gratter tout ça. Il faisait comme une espèce de sandwich avec tous ces trucs. C'était bien. Pour moi, c'était un bon apprentissage, malgré tout. Oui. Mais c'était bien parce que, bien sûr, tu apprenais à regarder plus qu'à faire. Non, finalement, c'est ça. Peindre en plein air, c'est regarder les choses. Et même si peut-être si on ne le savait pas, mais ce qu'on fait, c'est apprendre à voir. Vous avez fait allusion à votre envie de départ liée à l'enfance à Majorque, à votre goût du voyage, du nomadisme. Oui, oui. Au milieu des années 80, lassé par la célébrité, j'en parlais en intro, Oui, oui. les marchands d'art, vous dites Oui. la pression des gens qui vous couraient derrière. Oui, oui. Vous ressentez le besoin de vous nettoyer, de partir. Oui, de m'éloigner un peu, oui. Et vous partez alors pour le désert et vous entreprenez un voyage qui va vous conduire jusqu'au Mali. Oui, je ne savais pas où j'allais. Je partais au désert comme si je partais à la stratosphère. J'avais rien lu, je ne connaissais rien du désert. Et je n'avais pas le permis de conduire, alors j'étais vraiment très... Enfin, j'ai eu de la chance que ça se passe bien. Mais bon, quand même, j'ai appris à conduire en le faisant. Comme toute ma vie, je fais les choses, je les ai appris en train de le faire, en fait. Je n'ai pas attendu à savoir conduire pour partir ma vie, j'ai appris dans les... Mais bon, c'est magnifique parce que le désert, c'était super, le désert. J'ai passé des jours tout seul dans des dunes par accident. J'ai dû attendre que ma voiture revienne avec une réparation. Alors j'étais tout seul dans une dune au milieu de Sahara. Et je me rappelle, pendant plusieurs jours, j'ai essayé de dessiner au milieu de Sahara. C'était une impression comme dessiner un apaisanteur ou à 50 mètres de profondeur dans la mer, quelque chose d'extrêmement radical. Tu ne sais pas où poser la pointe de ton crayon. Non? Mais après quelques temps, tu commences à voir que ça bougeait, que les cailloux vont former une nouvelle dune, donc que les vents créent une petite surface, et qu'en bas de cette dune, il y a des restes de l'Atlantide ou de palmiers fossilisés, enfin, et puis il y a tous ces restes archéologiques magnifiques dans les Sahara, ces peintures sur des rochers, comment on dit ça, de peinture sur des rochers, qui sont très, très,
très étonnant de trouver ça au milieu du Sahara. Oui, c'était un grand moment. Et ensuite, au Mali, c'était tout de suite à Gao, tu vois, c'est ces grands fleuves qui, sur le désert, c'est d'une grande beauté. Alors, pour moi, c'était parfait pour peindre. Mais après quelques mois, je suis allé au Pays d'Ogon et ça m'a semblé d'arriver dans un de mes tableaux comme si je connaissais déjà, comme si je l'avais dessiné, en fait. Et en fait, au Pays d'Ogon, on ne sait jamais si c'est les hommes ou si c'est la nature qui a fait les choses. Non? Tout est comme une espèce de conjonction. Ensuite, là, j'ai commencé à lire tout ce que j'ai trouvé sur la cosmogonie d'Ogon, tous les livres d'anthropologie. Et puis, à cette époque, il n'y avait jamais un Européen. C'était très... le tourisme a duré très peu parce qu'ensuite, c'est devenu islamiste. Enfin, là, c'est autrefois compliqué d'aller au Mali. Mais pendant 30 et quelques années, 35 ans, oui, et j'ai participé à toutes les cérémonies animistes. Oui, ça m'a beaucoup intéressé, tout ça. Je crois que j'ai réappris, j'ai fait comme un reset, on dit maintenant. J'ai renoncé à tout ce que je savais, comme si je devais réapprendre tout parce que sinon, ça semblait absurde de m'enfermer dans une chambre de ma maison du Mali pour refaire la même chose que je faisais à Paris ou à New York ou à Majorque. Alors j'ai pris un carnet, je suis allé dessiner au marché, au bord du fleuve, et puis j'ai commencé en dessinant un manga, tout ça, en dessinant quelqu'un qui était devant moi, et ensuite, petit à petit, ça a réapparu, notre peinture, mais c'était comme si j'avais recommencé tout oui. Mais on ne fait pas ça souvent, j'ai eu de la chance que j'ai pu le faire une fois. Est-ce qu'on regarde un peu des carnets? Pourquoi pas. Oui, ça c'est des carnets ou c'est des aquarelles? Ça c'est des femmes, il dit friperie Diao. Ça je me rappelle, c'est à Ségou, et c'est au bord du fleuve. C'est des femmes qui vont au marché de Ségou. Ils sont habillés, bon, ça c'est les habits. Ça aussi c'est au bord de l'eau, vous voyez le pirogue derrière, probablement à Ségou, et il y a une femme enceinte et une femme qui porte un bébé. Enfin, c'est un peu comme des études, elle est assise sur les seaux pour prendre de l'eau dans les fleuves. Ils sont en train de parler avec son doigt, son Detz, qui bouge l'Andetz beaucoup pour parler. C'est souvent déjà, ça c'est Dogon, ça c'est à Sanga. En bas c'est écrit Sanga, Ibé, c'est le jour de marché de Sanga. C'est quand les gens viennent de marcher. C'est souvent de femmes parce qu'il y a beaucoup de... Ça c'est moi au bord du fleuve en train de dessiner à Bamako ou à Mopti. Bamako, en bas c'est écrit Beka, c'est Bamako. Et ça c'est une femme avec un seau d'eau, toute mouillée, à Ségou. J'ai vécu à Ségou, c'est à bord de fleuve aussi, c'est magnifique. Et ça, ils avaient une bicyclette, les enfants, aussi peut-être à Bamako. J'ai donné des classes à Bamako, dont ils disaient au conservatoire. Ça, c'est de mes carnets. À l'époque, je fumais des gauloises, et comme ça se voit. Et j'ai utilisé chaque bribe de papier. Parce que vous savez, au Mali, un bout de papier, il y a 10 personnes qui le veulent, on ne jette rien. Non? Alors ce papier était précieux. Ça, c'est les sacs de ciment, c'est un collage avec de... Et voilà. Ça, à nouveau, on est comme dans une carte, je dirais. C'est une espèce d'étude cosmogonique, non, de mouvement de marché, le marché, les gens, voilà. Ça, les vases, les canaries, les gens. Ça, c'est un tableau grand. Oui, de l'occupage et de... Ça aussi, c'est comme oui, la falaise, non? Les montées, la descente, les marchés, oui, c'est le plus proche que j'ai fait des études anthropologiques. Ça, c'est la maison, le sanctuaire, au milieu. Oui, et les petites divisions. Souvent, c'est fait en jetant de peinture à la main gauche. Parce que les animistes, ils utilisent la main gauche pour des choses qu'on a besoin qui soient très intenses, mais pas précises. Pas la main gauche, l'autre main. Ça, c'est les fleuves Niger, soi-disant, les fleuves. Avec des pirogues, des gens et des ombres. Oui. Ah ben ça, c'est déjà autre chose, c'est un autre portrait. En cassant les pinceaux. Oui. Il y en a un sur l'autre, il y en a un autre horizontal et ensuite.
Et ça, c'est un des portraits des albinos que j'ai fait au Mali en 2009. C'est assez récent. J'ai fait tout un groupe d'albinos à l'eau de Javel. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le portrait de Gobara, qui était comme un ami, un très bon ami. Enfin, comme mon grand frère, disons. Ça, c'est Domo. Avec les termites, tout est mangé par les termites, les fonds, une partie de... Oui, j'ai fait beaucoup de portraits de mes amis, mais c'est toujours des gens très précis et concrets, c'est des gens très proches, comme mes portraits que j'ai fait. Normalement, c'est souvent ma famille ou des gens proches. Je ne fais pas de portraits génériques, disons. C'est très spécifique. Alors, on va s'arrêter sur celle-là. Oui. Justement, vous parliez de... Avec termites, il faudrait en parler peut-être. Voilà, vous parliez de l'animisme Dogon. Oui. J'aimerais que vous parliez de la manière dont vous avez été amené à travailler avec des termites. Oui. Puisque vous avez même inventé, je crois que vous êtes l'inventeur d'une discipline qui s'appelle la... Xylophagie. Voilà. C'est une gravure faite, une xylographie faite par des insectes xylophages. Xylographie, c'est une gravure sur bois, non? Et xylophagie, c'est une gravure sur bois avec des xylophages. Et enfin, je pense que ça doit être la discipline avec la vie plus brève de l'histoire, parce que je n'ai fait une seule de tirage. Mais je l'ai fait. Mais non, là, c'est autour de la première année, quand j'étais au Mali, encore à Gao, je suis parti en voyage au retour, j'ai trouvé que toutes mes peintures étaient mangées par les termites. Alors c'était un morceau, il y avait c'était des grands papiers comme ça. Il y en avait qui étaient déjà en morceaux et d'autres qui avaient que des trous. Alors j'étais très malheureux, je me disais, c'est tout ce travail foutu. Et puis quelques jours après, je me disais, ben, c'est peut-être pas si mal. Et après une semaine, j'ai trouvé beaucoup mieux celui qui était mangé par les termites que celui qui était... Et puis j'ai commencé à dire, bon, venez, termites, je le nourrissais. J'ai même découvert que si j'ai rajouté le beurre de karité, que c'est un beurre végétal, il devenait plus vorace. Alors il y avait le beurre, il mangeait plus vite. Et si j'utilisais certains cols qu'ils détestent, ils ne touchaient pas. Alors c'est comme ça que j'ai fait la xylophagie, c'est avec un incitant et un répellent, c'est comme la vie. et puis ça, c'est une partie de ce travail. Mais bien sûr, c'est très difficile à faire un portrait en utilisant que les termites, mais bon, on y arrive. On doit tout. Oui, je regrette que je suis, parce qu'ils ont continué à travailler, les termites, toutes ces années que je ne suis pas là. Alors je me demande, il y a des trésors qui m'attendent au Mali. Mais tu sais, à cause des termites, les scorpions se nourrissent des œufs de termites. Alors, bien sûr, j'étais tellement content avec mes œuvres de termites que je les avais dans ma chambre, autour de moi, partout. Alors, bien sûr, j'ai fini par être piqué par un scorpion. C'était horrible. C'était pas bien, ça. Mais bon, ça ne m'a pas arrêté. Hein, en Afrique, vous apprenez aussi l'argile, à utiliser l'argile, le travail de la céramique. Oui. Donc vous êtes initié, par une femme qui vous montre la technique sans tour à la main. Oui. Vous dites d'ailleurs avoir appris la céramique comme ont dû apprendre les hommes du néolithique. Oui, parce que la plus difficile, c'est de fabriquer l'argile, c'est-à-dire la pétrir et ensuite la cuisson. Le modélage, c'est n'importe qui sait peut le faire, mais préparer, savoir choisir les endroits où il y a de la terre bonne à modeler, avec couleurs différentes, et ensuite la pétrir, la laisser fermenter, la répétrir, enfin, mélanger avec des tessons cassés, c'est comme ça qu'on fait, avec de paille, de bouse d'animal, de vaches et de chameaux mélangés, parce que on utilise une argile pas très plastique comme ici, beaucoup plus, avec peu d'eau. Et ensuite, on modèle, bien sûr, moi je faisais mes trucs, mais les Dogons font de grands vases pour les bières de mille, que c'est ça qui sert à ça. Et ensuite, on fait un four pas un grand four, un four pour un petit nombre de choses. C'est un travail féminin. Le travail est très, c'est-à-dire les hommes font les broderies, la couture, et les femmes font, et les hommes font aussi les forgerons, c'est toujours masculin. Les femmes font les poteries. Et c'est même à point que les gens rigolaient quand me voyaient faire la modèle, parce que c'est un truc, tu vois, c'était
Mais bon, j'ai appris beaucoup, très bien avec cette famille. C'est une famille en bas de village en bas de chez moi. La Falaise, c'est un village en bas de la Falaise qui font de céramique de génération à l'autre depuis de très longtemps. Et puis, ils m'ont appris surtout ensuite à faire les fours, à cuire ces pièces. Donc, et puis, j'ai fait une vingtaine, la première année, une vingtaine de céramiques. Souvent, quelques-unes, je les ai fait 2 fois parce que j'étais presque sûr qu'ils allaient se casser dans les transports, mais aucune s'est cassée. Et ensuite, notre ami du coin a fait de petites caisses pour chacune des pièces pour les amener en Europe. Et ça, tout est arrivé parfaitement, c'est miraculeux. Non, mais c'était une très bonne chose parce que ça m'a... J'ai compris que quand il y a tellement de ventes, la peinture, ça devient une occupation absurde. Et puis, je me suis dit, c'est parfait, l'argile, c'est la bonne occupation. Les ventes, ça aide même à sécher, ça aide à faire cuire, tu vois que les fours aillent vite, enfin, c'est pas... Et puis, quand je suis arrivé en Europe, je me suis dit, il faut que je continue ça. Alors, je suis allé dans mon village, dans un de ces potiers qu'il y avait encore à Majorque à la fin du XXe siècle, que c'était un potier traditionnel, que c'était déjà en agonie, mais c'était encore cette petite industrie qui faisait de pots de fleurs et de tuiles à la main, encore pas industrialisé. Alors, je me suis installé là pendant 1 an et j'ai travaillé. Et là, j'ai commencé à imaginer une de céramique beaucoup plus grande que je pourrais travailler de l'intérieur. Parce que chaque fois, je voyais que toute ma tendance était à mettre la main dedans, de travailler de dedans et de dehors. Non? Comme, je me suis dit, par intuition, je me disais, c'est comme la peinture, sauf que... Alors, dès que je fais des pièces plus grandes, que je pouvais entrer dedans ou mettre des fois quelqu'un dedans et moi dehors, j'ai commencé à devenir d'une complexité intéressante. Et puis c'est une peinture qui n'a pas besoin de mur pour la tenir, qui se tient par elle-même. Et ça me semblait très intéressant. Comment dire, comme une variante de fresque. Parce que bien sûr, pour faire un fresque, tu as besoin d'avoir un bâtiment, non? Un mur, quelque chose. Non? En céramique, c'est un fresque, le fond et la forme est la même chose. Et ça, je trouvais... super. Alors j'ai imaginé, ils m'ont demandé de faire une intervention dans une chapelle de la cathédrale de Palma et j'ai tout de suite pensé que je le ferais en céramique. Mais ma céramique à l'époque la plus grande, elle faisait 50 cm et je me suis embarqué à faire une céramique de 300 mètres carrés, mais c'était bien parce que ça m'a poussé à développer cette technique pour essayer de trouver comment faire ça. Alors j'avais travaillé avec des céramistes tchèques au nord de la France, ensuite, et ça ne marchait pas trop. On a fait des choses, mais pas assez grandes. Et ensuite, à Vietri, en Naples, j'ai trouvé un céramiste qui s'est lancé avec moi. On a fait 1 an d'essais, de préparation. Et puis, les céramiques ont grandi petit à petit. Et finalement, on a construit cet énorme truc pour faire cette... C'est la chapelle qui est à l'angle, ici à l'angle... on va la voir. On va la voir, oui, j'espère. Oui. Oui, c'était intéressant de faire ça. Voilà, c'est ça. Ça fait 12 mètres d'auteur. Puis j'ai fait les vitraux ensuite. Et puis, bon, là, on voit pas... Oui, on verra peut-être les détails. Oui. Le sujet, c'était la multiplication de pain et de poissons. Et le truc, c'est que j'ai fait tout ça dans un seul morceau. Et je laissais que ça se divise tout seul, naturellement. C'est-à-dire l'argile, quand ça sèche, ça se casse, ça rétrécit, ça se casse. Et là, je laissais que ça se casse comme bien voulait se casser. Voilà les divisions qui passent. Oui, c'était bien ça, de voir fissurer cette énorme... Et ensuite, on l'a cuit par morceaux et on l'a trimballé jusqu'à Majorque, on l'a transporté. Alors ça, c'est les Christ. C'est une espèce d'autre portrait blessé. Et puis, voilà. Et des grenades. C'est toutes des choses qui se montrent dedans. C'est-à-dire, les grenades, c'est une grenade ouverte. Les pains, c'est des pains ouverts aussi, souvent. Les poissons. Bien sûr, en espagnol, on dit pez y pescado. Poisson et poisson prêt à manger. Pescado, c'est-à-dire pêcher, non? Alors, là, les poissons sont vivants, ils nagent en bas, c'est déjà... Voilà, c'est ça que j'avais
qu'on avait inventé la technique. Ça, c'est un ascenseur qui monte à 45 degrés. Et avec ça, je pouvais accéder. Et de derrière, à coup de poing, je pouvais. Je modélais, disons. Avec un écran, je regardais les résultats. Parce que. Oui, c'était, disons, un pas. Et c'est une forme de fresque, finalement. Je faisais un pot, non? C'est une fresque qu'on aurait épaissie. Alors, cet art de déployer, cette manière de déployer l'art de la céramique, donc on l'a vu là avec la chapelle, vous avez beaucoup expérimenté autour de cet art de la céramique. En même temps que vous avez fait Palma, vous avez réalisé une performance, Oui. un spectacle théâtral Oui, donc, conçu avec le chorégraphe et danseur Joseph Nage, Oui, que vous avez présenté à Avignon en 2006. oui. Donc on va en voir un extrait, mais après avoir projeté des boules d'argile sur la toile blanche, donc Nage et vous modeliez des poteries qui étaient, Oui. qui étaient encore malléables. C'est-à-dire, au début, c'est qu'un mur d'argile et un sol parfaitement intact. Nous, on est derrière que dans des coups de poing. C'est exactement la même technique que pour la cathédrale de Palma. On avait regardé ensemble les vidéos du travail de la cathédrale de Palma et ensuite on a repris ça sans but. C'est-à-dire, le seul but, c'est une œuvre qui doit se détruire chaque soir. C'était intéressant, ça. Et Natch, il voulait être dans les tableaux, alors finalement, on finit par être englouti par... Oui, vous pénétriez. Oui, donc on va regarder donc, Oui. l'avant, enfin le début, l'après, Oui. et puis un petit bout de la disparition. Ça, c'est au Mali. Ça, c'est une représentation que je croyais que serait la dernière que j'ai faite au Pays d'Ogon chez moi. Voilà, ça, c'est les coups de poing. Moi, je suis derrière, ils ont des coups de poing. Et c'est comme ça que je faisais les poissons, par exemple, les grenades, un coup de... Et voilà, ça, c'est canon. Ça, c'est mes fesses, je pense. Et ça, c'est mes pieds. Voilà. Et ça, c'est la fan. Et puis ça, c'est... oui, ça, c'est pas encore la fan ici. Ça, c'est pendant. Mais bon, on voit un peu que... Oui. Et on a fait ça plein de fois. On a fait ça à New York, je pensais que c'était un oiseau qui passait. Oui, peut-être après, on devrait voir le mur de terre à gauche, tu vois, le mur de la Bibliothèque nationale, parce que c'est une sorte de continuation de ça. Alors, peut-être que vous pouvez en dire un mot, à moins que je fasse défiler les images avant. Oui, voilà, ça c'était la Bibliothèque nationale. Tu sais quelle année c'était avant... 2000 c'est il y a 10 ans ou 2016. Non, 2016. Oui, pas encore 10 ans. Donc c'est une fresque. Oui, c'est une fresque en argile sur les verrières de la Bibliothèque nationale. C'est environ 300 mètres, c'est très long, non? Et c'était toute la verrière. Et alors très vite, on a badigeonné d'argile et j'ai travaillé quand l'argile était fraîche en une semaine, mais c'était très rapide parce que c'était moins grand. Et c'était comme une espèce d'écran que, bien sûr, c'est une œuvre éphémère, tout ça, on l'efface dans... C'est un rapport avec Paso Doble, sauf que c'était pas la... Voilà, ça c'est moi en train de travailler. Puis la lumière projette, le soleil projectait. C'était un peu l'entrée de mon exposition, mais c'est créé comme une grotte, non? Je pense que ça c'est un peu la connexion avec les grottes comme Lascaux, Chauvet, Altamira, tu vois, tout cette... Oui. Et là, c'est le sujet. Je n'avais pas fait un plan, j'ai dessiné en improvisant, comme si je dessinais ici sur un carnet, comme si j'étais en train de parler au téléphone, et tu dessines. Ensuite, j'ai fait une chose intéressante, c'était nommer chacune des images qui apparaissent. Il y en a beaucoup, je ne sais pas combien, des centaines, mais j'aime bien nommer les choses. Alors, c'était intéressant de nommer... Oui, par une, vous petites, vous en nommez. Oui, vous écrivez que vous devez nommer ce que vous peignez et que le geste, vous aimez que le geste devienne mot. Oui, et d'ailleurs, dans le livre, il y a plein de listes liées à des tableaux, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on pourrait faire ça. Je regarde le temps en même temps. Oui, on peut. Est-ce que vous voulez lire
la liste. Alors, je sais pas, je suis pas sûr que l'image soit la même que la liste qu'on va voir. C'est la liste qui s'appelle Poe, comme le poète. Ah oui, ça c'est... Oui. Est-ce que c'est les mêmes tableaux? Mais bon, c'est pas grave si c'est pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes tableaux qu'on avait vu avant, c'est la page d'avant. Je pense pas que c'est les mêmes. Mais c'est de la même série. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas de moi. Je me doutais. C'est-à-dire, dans un tableau, voilà, c'est pas les mêmes, mais c'est pas grave. Ça, c'est une nature morte d'il y a 3-4 ans, en noir et blanc, une grisaille. Et moi, j'avais noté dans une autre, qui est pas la même, mais bon, j'avais noté chacune de... Alors, le tableau s'appelle Poe parce qu'il y avait un livre d'Edgar Allan Poe dans mon tableau. Et puis, alors, pastèque et couteau, crâne de mort, bougie, coupe de fruits, gousse d'ail, couteau sur assiette, lot, homard, tête de veau, fromage avec couteau, plante en pot, crâne sur une jarre, demi-pomme et demi-poire, pieuvre, livre, donc pot, donc, carotte, calamar, bouteille, pain, chandelier à 6 branches, et à partir de ces points, les éléments se répètent. On trouve les mêmes plus loin et plus petits dans la perspective. En bas de la table, dans le noir, une chaise et un tapis. Oui, ici, en bas de la table, il y a un chien, tu vois, et 2 crânes de mort qui ont tombé de la table. Et d'autres choses dans les ténèbres. Mais je pourrais faire la même chose, je peux noter ici ce qu'il y a de droite à gauche, c'est plus facile. Autant de faire ça, non? Voilà, à gauche, donc, il y a un aquarium avec un poisson, à gauche, qu'on voit seulement un pénombre. Ensuite, il y a un poisson dehors de l'aquarium. Ensuite, il y a un demi-melon, 3 citrons qui viennent directement de Thurbaran, un poulet avec la tête qui pend, en haut, il y a des huîtres, un citron coupé, un ensaïmada, que c'est une pâtisserie de Majorque en forme spirale, un vase de chrysanthème blanc, une bouteille, un bouquet de fleurs avec un ananas, une espèce de buste au portrait, un chandelier de 5 branches, un agneau attaché, un poulpe qui pendouille, une bougie, une autre buste féminin, celui-là, une anguille. Ensuite, on retrouve les mêmes objets, encore une fois, les poulets qui pendent, les poissons, les demi-melons, les bouquets de fleurs, voilà. C'est ce jeu, et tout au fond, le même poisson qui est ici au début. Tu vois, c'est ce jeu un peu métaphysique, comme si c'était un calendrier, non? Ou comme si tu regardes les fêtes, et tu vois les fêtes de cette année, les fêtes d'il y a 10 ans, les fêtes d'il y a 50 ans, les fêtes. Oui, c'est un peu ça. Et puis je l'ai fait en noir et blanc parce que je voulais que ce soit que la lumière, comme de petites flashs de lumière, oui. C'est pas mal. Alors, Pas d'entrée détectée. vous avez évoqué... ça va arriver, ça met un peu de temps. Ouais. C'est bien. Voilà. On va parler des grottes et votre rapport à l'art pariétal, c'est très important. Mais avant, puisque chronologiquement c'est un peu dans la foulée et puis c'est quand même lié, j'aimerais qu'on parle de justement de ce défi tout aussi démesuré que la chapelle Sampere de la cathédrale de Majorque. C'est la coupole de la salle conférence de l'ONU. Et là, alors peut-être que je projette. Oui. Est-ce que là aussi vous pouvez nous confier, comme avant, vos secrets de fabrique? Ah oui, oui, oui. Puisque c'est une œuvre qui fait à peu près 900 mètres carrés, je crois. C'est 50 mètres de diamètre, je ne sais pas combien. Ouais. Tous les chiffres sont démesurés parce que je pense qu'on a utilisé 45 000 kilos de peinture, de choses toutes mais j'ai oublié les dates. Mais c'est très grand et très lourd, beaucoup de couleurs. Oui. Et il y a tous les pigments qu'on peut trouver dans les marchés de pigments. Il y a je ne sais pas combien de couleurs différentes, mais énormément, parce qu'il n'y a pas de blanc, c'est-à-dire c'est que des couleurs pures à la base. Ensuite, il y a une espèce de grisaille qui recouvre, mais au début, c'est que des couleurs pures, tous les pigments trouvables dans les marchés, que j'ai projetés
pour créer, comme mes tableaux de l'époque, pour créer cette espèce de force, avec la force de gravité. Ensuite, il y a des morceaux cassés que j'ai cassés de la même matière que les surfaces. J'ai fait comme des collages pour casser un peu cette sorte d'homogénéité. Ensuite, j'ai projeté des centaines de fois pour créer ces stalactites. C'est-à-dire, c'est comme une grotte, mais accélérée. Non? C'était très amusant. On était en équipe, une quarantaine de personnes. Et puis, on a travaillé un an à faire ça. Ils étaient hallucinés, les Nations Unies, de voir tous les jours l'équipe dans les journaux de Genève, ils avaient publié Barthelot et sa bande de hippies. Parce qu'ils étaient tous très sales. Et puis, bon, c'était des jeunes. Et puis, oui, c'était très amusant. C'était vraiment une œuvre expérimentale. Sauf que c'est rare qu'une œuvre expérimentale puisse être de ces dimensions. Et qu'on ne m'a pas foutu dehors avant d'avoir fini. Ça aussi, c'est extraordinaire. Hein? Oui. Mais bon, là, elle est toujours en très bonne, oui, un parfait état. On voit que les stalactites tiennent. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est fait pour. On a travaillé avec des ingénieurs et des restaurateurs et des chimistes. C'est parfait. Même des restaurateurs de grottes préhistoriques, que je connais très bien, m'ont aidé pour ça. C'est-à-dire, c'est un travail très, très sérieux, même si ça a l'air d'une improvisation. J'aime bien que mes œuvres ont l'air d'une chose qui va se casser à tout moment. C'est souvent le cas, mes céramiques, mes tableaux, mais c'est pas vrai. Ça tient. J'ai déjà plus de 60 ans et je n'ai pas de problème de mes œuvres, tiennent mieux que moi. Oui. Est-ce que vous avez été tenté à un moment de poursuivre, puisque Palma de Majorque, c'est quoi, 2006 vous avez travaillé pendant 5 ans, je crois, l'ONU, de poursuivre ces œuvres monumentales? Pas vraiment, parce que je suis un peintre de tableaux, et puis ça, c'est comme un tableau plus grand. Mais j'aurais détesté, on m'a demandé de faire ça dans un pays arabe, et j'ai refusé. C'est-à-dire, j'aime pas faire la même chose deux fois. J'aimais bien que Palma, c'était une chose, et puis ça, c'est complètement différent. Et puis, oui, j'aime pas refaire la même chose ailleurs. Je viens de faire une œuvre un peu monumentale à Chaumont-sur-Loire, que probablement ça va venir maintenant, que c'est une grotte portable. Alors, avant de parler de Chaumont, parlons des grottes et de l'art pariétal, puisque là, vous y avez fait allusion, que ça soit la Grande Verrière, qui d'ailleurs s'intitulait Le Grand Ver de Terre. Oui, le Grand Ver de Terre, c'était comme le Grand Ver de Duchamp, non? Et un ver de terre, en français, c'est un worm. Oui, alors j'aimais bien parce que c'était comme un ver de terre, non? Enfin, c'est le grand ver de terre. Voilà. Oui. Mais un de mes premiers tableaux, comme artiste, disons, adulte, ça s'appelait Nu montant des escaliers ou descendant. Non, descendant des escaliers. Celui de Duchamp, c'était à l'envers, en fait. Je ne sais pas s'il montait ou descendait, mais c'était ces jeux. Parce que Duchamp, c'était le symbole pour le peintre de ma génération, de l'artiste conceptuel. Non? Moi, je suis plutôt un peintre. J'aimais bien cette sorte j'aime bien Duchamp. C'était un petit jeu de ping-pong, mais j'aimais bien de faire le contraire, bien sûr. Oui. Donc, que ce soit la performance de Paso Doble, Palma, la grotte bariolée de l'ONU, mais aussi la falaise de Bandiagara au pays d'Ogon. Vous le dites, hein, ces gestes, ces lieux ont quelque chose à voir avec l'art pariétal, que vous ne cessez d'interroger et auquel vous vous référez comme dans une sorte de continuum, à la fois par la composition des œuvres elles-mêmes, on a pu en avoir un aperçu avec la Verrière, mais aussi par la façon dont vous cherchez à reconstituer l'effet de grotte dans votre travail, et dont vous entretenez un espèce de rapport organique, on va dire, à la matière, en jouant notamment sur vos toiles aussi, sur les crevasses, les trous, les dessèchements, les pigments naturels, les matériaux. Vous avez été membre du comité scientifique chargé de la reproduction de la grotte Chauvet, et vous faites partie des rares personnes à avoir pu visiter la grotte originale, à admirer les figures inscrites
sur la pierre. Vous estimez que la grotte Chauvet est la plus grande découverte artistique de ce dernier millénaire? Oui, c'est toujours. Je pense on se Pourquoi? rend pas compte encore. C'est trop récent pour qu'on puisse être conscient de quel point c'est important. La grotte Chauvet, c'est il y a 46 000 ans, alors que nous, on est fascinés devant Altamira ou Lascaux, c'est des grottes qui ont 14 000 ans, elles sont magnifiques. Mais la grotte Chauvet, on pourrait considérer l'histoire de l'art comme une longue décadence après la grotte Chauvet, si on croyait en quelque forme de progression de l'art. Mais on ne connaît rien de plus, c'est-à-dire c'est une merveille de technique et de précision et de variété. Enfin, c'est un grand chef-d'œuvre qui a 46 000 ans. Alors, après ça, toute chose devient très relative. Non, pour moi, c'était un choc énorme. J'avais visité la grotte d'Altamira et Lascaux il y a très longtemps. Et j'étais très choqué. Je voyais un rapport avec mon travail, mais ça, j'étais pas plus. Enfin, ça m'avait pas. Mais petit à petit, j'ai compris que c'était un peu. Et puis, je vois qu'on est toujours. Enfin, que ça fait partie. C'est comme si je faisais une grande carrière vers l'arrière. De plus en plus, je me sens, non, mais c'est même pas une boutade. Je voudrais bien, mais c'est sérieux. Mais oui, plus ça va, plus ça m'intéresse, tout ce travail Probablement, c'est lié, bien sûr. En Afrique, je vivais dans des grottes. Vous voyez, là où je fais Paso Doble, c'est dans une grotte. J'ai beaucoup peint dans les murs. Alors, ce dialogue, je l'ai eu avec, bien sûr, si sur une toile vous peignez une pomme, vous êtes en dialogue avec Cézanne et avec Fantal Latour. Mais quand vous êtes dans une grotte, sur un parade d'une grotte, vous dessinez un animal ou une tête, vous êtes en conversation avec des gens qui ont vécu il y a beaucoup de millénaires. Et c'est magnifique. Et puis en même temps, il y a cet art qui est profondément individuel, mais perdu dans le temps. C'est-à-dire, probablement, l'artiste qui a fait les grands chefs-d'œuvre de la grotte Chauvet, je ne suis pas certain qu'il y avait un nom, ou qu'il se donnait un nom, mais on reconnaît un individu, cette femme ou cet homme qui a fait ça, c'est et pas un groupe, c'est pas un art groupal, c'est un art profondément individuel, profondément humain, disons. Et ça c'est, est-ce qu'il y a une... Puisqu'on parlait d'anthropologie avant, quand vous dites le ou la peintre de Chauvet, est-ce qu'on a la preuve ou c'est une intuition? Non, pour vous, c'est un peintre unique, en fait. Ah oui, bah, ça, c'est pas une intuition, c'est stylistique, on reconnaît. Je reconnais beaucoup d'autres mains, pas que moi tout seul, il y a beaucoup de... C'est quand même, on commence à la connaître un peu. La grotte Chauvet, le miracle, c'est qu'elle ne l'a pas abîmée. On a abîmé Lascaux, on a abîmé Altamira. Et la grotte Lascaux, par chance, c'est une découverte assez récente, il y a 20-30 ans. Et puis, dès le début, on a été très, très attentifs, c'est fermé radicalement. Et puis, on ne met pas les pieds partout, alors ça restait. Alors, on trouve d'informations précieuses. On a trouvé la trace de main de l'artiste, et on sait que l'artiste avait son petit doigt cassé comme ça. Et parce que sa main est à l'entrée de la grotte, et appuyait sa main elle a fait cet empositionnement en soufflant avec de peinture rouge. Et on voit qu'il y a un doigt avec le doigt crochu. Et c'est la même qu'on trouve dans la peinture, les grands chefs-d'œuvre de peinture de lion et de rhinocéros. On trouve quelqu'un de 1,70 m à peu près. C'est une taille similaire à la nôtre, qui appuie sa main gauche pendant qu'il peint à la droite. Alors on connaît à peu près son auteur pour rapport à la peinture. On sait qu'il est droitier, pas gaucher. Et on a trouvé des traces de ces pigments juste à côté, parce que la grotte Chauvet, il y a un effondrement. C'est grâce à ça qu'elle est arrivée en si bon état jusqu'à nos jours. Non, c'est une grande merveille. C'est très beau d'être Du coup, l'histoire de l'art se dilate énormément. Et ça se dilate aussi l'idée qu'il n'y a pas de progression dans l'art. L'art est toujours, c'est le présent éternel. On est toujours au même point. On fait ça par un profond besoin, nécessité humaine, pas par... On ne va pas nulle part. Ça, c'était une idée un peu militaire des avant-gardes, non? Il y a une avant-garde, il y a une rétagarde, et on attaque, je sais pas, un ennemi, et on conquit, non? Et ensuite, ça c'est
mais j'y crois pas du tout. Je pense que l'art, je crois à l'art de la grotte Chauvet et à Velázquez, tu vois, oui. Non, pour moi, c'était un grand... Et puis, maintenant, je pense que je passe pas 2 mois que j'aille voir une grotte ou l'autre. J'y vais même voir des grottes qui n'ont pas de peinture que pour être dans la toile vierge, disons. Oui. Oui, les grottes, ça a toujours été pour moi une bonne source les grottes sous-marines aussi. Oui, c'est des endroits où ça me... Oui. Quand je voulais faire ce travail de la cathédrale de Palma, j'allais dans une grotte qui est près de chez moi à Majorque, tous les jours, jusqu'à ce que ça déclenche. C'est un bon déclencheur de choses, oui. Alors, on parle de Chaumont, Oui. qui est une de vos œuvres récentes, Oui. puisque vous l'avez inaugurée, Oui. je crois, en mars cette année. Voilà, oui. Donc là, c'est à la fois une sorte d'animal fabuleux, on le voit. Est-ce que c'est loin d'ici, Chaumont? Chaumont-sur-Loire, c'est un petit peu quand même, 400 km. Ah oui, quand même. Voilà. Ah, c'est pas si près. Voilà. Donc on le voit, hein, au milieu, là, cet animal fabuleux à la gueule ouverte, qui rappelle un peu les jardins de rocaille de la Renaissance, tout à fait. Oui. mais aussi donc une grotte préhistorique, puisqu'à l'intérieur on va le voir, des animaux, des chevaux, des poissons, des crabes. Des crabes. Au début, c'était l'atelier de l'artiste. Et tu vois, la langue rouge, c'était la toile, c'est le reste de la toile du peintre. Le peintre, il est debout à droite. Ça se voit. Moi, là, c'est bien comme ça. Et puis, il y avait les yeux verts, bleu-vert. Oui, les yeux. Oui. Oh, mais cette grotte, pendant longtemps, n'était qu'une grotte. Et ensuite, je lui ai mis les langues, les dents. C'est-à-dire, j'étais un peu coincé pendant 1 an. Ça n'avançait pas. J'avais une grotte, mais ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je ne savais pas comment on avançait. Et je l'ai fini en le transformant dans ces grandes gueules, oui, comme une entrée. J'ai trouvé amusant le fait qu'il soit transportable, c'est-à-dire, parce que souvent je pensais, une peinture, un de mes tableaux qui est fait avec de manganèse, disons, qui représente des têtes de cheval. C'est le même sujet et c'est le même pigment et c'est le même motif qu'une grotte, qu'un fragment de la grotte Chauvet. Elle est où la modernité, non? Peut-être en partie dans le fait qu'elle soit transportable. Il suffit de peu. Là, c'est le tableau, donc c'est comme un morceau de chair, mais aussi voilà, les yeux. Oui, allez-y, si vous avez un moment. En céramique, c'est d'un seul morceau. C'est une œuvre faite, c'est une céramique qui ne rétrécit pas. Alors ça m'a permis, c'est un peu compliqué à travailler, mais ça m'a permis de l'armer dedans, en acier, et de faire une œuvre dans ce morceau qu'on a transporté avec on a fait un four énorme pour le cuire, un four comme ça. Et oui, c'est fait oui, c'est ça. La cathédrale de Palma, c'était comme un puzzle fait de beaucoup de fragments. Là, c'est fait dans ce morceau. Comme le temps avance, j'aimerais qu'on évoque, justement, on le voit hein, à travers ce qu'on voit, ce que vous nous expliquez, le rapport à la matière, au geste. Oui. Vous avez expérimenté de nombreux procédés, vous avez utilisé du bitume pour des estampes, vous avez composé avec la poussière au Mali que vous gardiez sur vos toiles. Oui. Vous l'avez dit, vous avez réalisé des portraits à l'eau de Javel, d'autres gravés sur du bois. Vous dites aussi que votre goût de l'argile s'explique par le fait qu'elle est facile à se graffier, à scarifier. Oui. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une exposition qui là est terminée, qui s'appelle Scarification à Genève. Oui. Et vous grattez aussi la toile, le papier. D'ailleurs, vous considérez qu'il y a 2 sortes de peintres, ceux qui grattent et ceux qui ne grattent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? C'est une pulsion, non, de gratter. C'est une manière de peindre. Mais regardez quand vous regardez dans n'importe quel musée, il y a des tableaux qui sont parfaitement lisses, que la surface est intacte. Je ne sais pas, Vermeer, par exemple. Ensuite, à côté, vous trouvez Rembrandt, qui était géographiquement et temporairement pas trop loin.
qui tout le temps il casse, non, il agresse, il y a un côté presque violent, non, avec la surface. On trouve ça, et c'est drôle, mais je pense que les artistes, il y a celui qui gratte pas. Il y a quelques exceptions, Matisse, il a gratté pendant 1 an ou 2. Et je pense qu'il était en crise, c'était un moment qui grattait beaucoup. Et ensuite, il n'a plus jamais gratté. Mais il a coupé au ciseau, que c'est pas mal. C'est pas dans cette famille. Non, mais c'est vrai, c'est une pulsion. Freud a tout dit ça, c'est une pulsion. Mais c'est une manière sur un tableau, c'est bizarre, parce que le tableau, normalement, n'est pas fait pour être gratté, mais pourtant, quand c'est frais, c'est très plaisant. L'argile, quand elle est fraîche, ça permet, dans toute culture, on trouve... et puis, bien sûr, un Christ, c'est une chair scarifiée, non? C'est ça revient au même. Oui, c'est une technique intéressante. Quand on fait ça sur un bois, on imprime, c'est la chirogravure. Sur une plaque de cuivre, c'est l'eau forte ou la calcographie. Et oui, je le fais mais je choisis des techniques parce que ça me permet oui, c'est une manière de se passer les nerfs. Il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est ce que vous dites sur des formes de d'effacement, à la fois de destruction, de défacement. Vous dites que dépeindre, c'est une manière de peindre, que l'effacement donne à voir, donne du relief, de l'intensité. Oui. Il vous arrive également de mettre des céramiques ou des tableaux ratés à la sortie de la cheminée, sur le toit du four, jusqu'à ce qu'elles deviennent noires, enfumées. Oui, je le fais souvent. Mais c'est vrai que j'ai découvert que quand on détruit un tableau, quand un tableau veut liquider, un truc facile, c'est de prendre un rouleau ou un gros pinceau et déjeuner dedans. Et c'est souvent pendant ces moments que quelque chose apparaît. C'est-à-dire les procédés, ou même avec des chiquettes au couteau, au cutter. Il y a toujours un moment magnifique si vous êtes capable de vous arrêter au bon moment. Et ça, c'est difficile. Mais la destruction, c'est la technique radicale de peindre, non? Alors, bien sûr, c'est comme peindre au lance-flamme. Il faut savoir comment utiliser ça. Mais oui. Alors, je le fais avec mes céramiques, des fois, mais pas du tout, je le mettais soit fumé, et devient tout noir dessus, et ensuite je peux gratter, puis des fois ça marche, ou des fois je le badigeonnais de blanc de chaux, non? Que c'est le contraire. Mais bon, c'est souvent par contraire ça marche. Mais j'ai détruit beaucoup d'œuvres qu'après je regrettais d'avoir détruit en faisant ça. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé effectivement d'effacer un tableau et de le regretter Oui, plusieurs fois. Mais bon, peut-être à la longue, je dirais que je n'ai pas détruit assez. mais je me rappelle d'un tableau que c'est drôle, je raconte toujours cette histoire parce que c'est choquant. J'ai passé toute une journée à peindre un tableau grand par terre de plus de 3 mètres. Et très bizarre. Le sujet, c'était 3 pingouins ivres de la rue de Rivoli sous la pluie. Ça, c'était le sujet. Il y avait la perspective de Rivoli, les 3 pingouins chancelants sous la pluie. Alors, tu vois, c'est bizarre, hein, parce que je n'avais même pas fait un dessin. Je me suis levé, et je savais que j'ai travaillé par terre, tu vois, c'est grand. Et puis, j'ai travaillé 8-12 heures de suite, et à la fin, tu vois, et puis je me rappelle, c'était très exaltant. Et je suis sûr que c'était bien, parce qu'on le sent quand c'est bien. Mais à la fin, j'étais tellement soude, tellement crevé, que j'ai tout effacé comme si je fais ça, tu vois. Et puis je pense que je l'ai fait parce que je pouvais le faire. Mais après, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Et puis, un autre jour, j'ai essayé de le refaire, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Et puis, après, j'y pense, j'aime bien, parce que c'est comme un tableau rêvé. Mais il a existé pendant... Personne ne l'a vu. Et moi, à peine, hein, parce que quand tu le fais, tu ne le vois pas. Mais je sais que je vais détruire. Mais voilà, oui, ça, c'est une fois. Mais plein de fois, je ne me suis même pas rendu compte. Oui. Avant qu'on laisse la parole au public, j'aimerais juste qu'on termine sur il y a une image qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'atelier. Oui. L'atelier, c'est un sujet premier et central dans votre travail.
Vous venez d'y faire allusion d'ailleurs en disant que vous peignez par terre, en fait. Pas toujours, mais Souvent. la plupart du temps. Oui. Vous posez la toile au sol et vous travaillez par terre avec tout le corps. Et ça nous rapproche, ça vous rapproche de quelqu'un qui a une actualité à Paris en ce moment, qui est Pollock, Jackson Pollock. Pourquoi une actualité? Il y avait une exposition, mais elle est peut-être terminée. Je ne savais pas. Dont vous reconnaissez l'influence et dont, dont d'ailleurs vous avez visité l'atelier. En quoi Pollock est si important pour vous? Il est tellement important pour vous que c'est qu'il faut quand même que vous nous disiez quand même, puisque vous êtes soi-disant né l'année de la mort de Pollock. C'est pas vrai, mais j'ai fait semblant. Mais ce qui vous permet d'ailleurs d'être dans ce continuum d'artistique sur les peintres qui meurent. La première fois qu'il y avait la Biennale de Paris, en 82, 83, j'étais très très jeune, j'étais invité à la Biennale de Paris et on m'a demandé de présenter une biographie et je n'avais pas de biographie parce que j'avais rien fait encore. Alors j'ai écrit un truc, je suis né l'année de la mort de Jackson Pollock est né l'année de la mort de Monet est né l'année de la mort de Velázquez bon, j'ai fait toute une liste, j'ai triché beaucoup. Déjà avec moi, je suis né en 57 et Pollock est mort en 56, mais ça marchait bien. Et puis c'était plutôt beau par rapport à un jeune peintre, tu vois. Au moins, on arrivait à Giorgione en 3 pas. Et ça, c'était le but de l'opération, c'était de me faire une famille, non? Et Pollock, c'était le premier peintre, disons, vraiment moderne. Et pour moi, tu vois, avec ces rapports de corps avec la tableau, quelque chose qui m'a... La première fois que j'ai vu le tableau de Pollock, que j'ai pu voir un vrai par chance, c'était vraiment Et puis oui, ça a toujours été une référence avec beaucoup d'autres peintres, hein, mais c'est vrai qu'après, j'étais très ami de cette dame, Dory Ashton, qui avait été une amie de pas de Pollock, mais de toute la génération de Rothko, des expressionnistes abstraits américains. Dory Ashton qui a fait ma biographie américaine, elle est morte maintenant, mais elle m'a amené, aux années début 90, à la maison de Pollock à New Hampshire, je pense, oui. Et puis, New Hampton, c'était... Et c'était une baraque comme ça, le tableau, je reconnaissais le tableau parce que les traces, les fantômes de tableau, non, le spectre qui reste chacune, tu voyais par les couleurs, je croyais voir lesquels c'était. Mais c'est pas très grand, c'est des tableaux qui ça semble grand, mais sont finalement plus grands que beaucoup de tableaux qu'on fait maintenant, non? Et puis, il y avait toujours un petit espace pour passer derrière. Et puis, j'essayais de refaire les gestes c'est comme une danse, non? Et puis, je suis très ami d'un peintre américain qui fait de faux Pollock, de faux Picasso. C'est pas un faussaire, hein? Il a inventé l'appropriationnisme, que c'est comme Jasper Johns, il peint de drapeaux américains, lui il peint de photos de tableaux. Enfin, il s'appelle Mike Bitlow. Et derrière, c'est écrit is not Pollock. Tu vois, il fait son empreinte c'est le contraire d'un faussaire. Mais c'est un rapport. Et lui, c'est un grand étudiant. Il étudie beaucoup la peinture. J'aime bien parler avec lui parce qu'il connaît beaucoup de secrets de la technique et tout ça. Il est allé voir la veuve de Pollock. À l'époque, il lui a donné quelques restes de seaux, de couleurs de voitures que Pollock utilisait. Alors, Bitlow a pu utiliser les mêmes couleurs que Pollock pour faire ses drippings. Oui. Non, mais moi, je ne suis pas dans les restes. Je ne veux pas faire de Pollock. Je n'ai jamais essayé. Je n'ai même pas essayé de peindre avec peinture de voiture et tous ces trucs. Ce n'est pas pour moi. Mais j'aimais bien ce rapport du corps avec non? Et puis, comme quelqu'un qui pisse ou qui utilise plus que la main et que tu n'as même pas besoin d'être en contact avec la toile. Non? J'ai souvent utilisé des outils qui me permettent de cracher la peinture en grande quantité. À Nations Unies, je pense, je ne crois pas que personne n'a utilisé un outil plus énorme. Nous, on utilisait une machine pour vider des bateaux de pétrole, tu vois, une pompe qui peut jeter 10 000 kilos en quelques secondes. Non?
on couvrirait tout ça de couleur en 2 secondes. Et c'était même physiquement dangereux parce que c'était un grand... T'as pas montré ça? Tu as montré les images, oui. Oui, oui. Il y avait plusieurs qui tenaient les tubes de peur que je pars en projeté au plafond. Mais on ne voit pas la suite de ça. Si? On a vu avant? Oui. Je ne pense pas, je n'ai pas vu. Ah oui, voilà. C'est ça. Ça, c'était énorme. Ça peut travailler à 50 mètres de distance. Oui, j'aime bien ça, de pouvoir peindre d'amplifier la peinture. Non? Des fois, on devient microscopique et des fois, ça amplifie. Et là, c'est une bonne manière de créer un événement physique. C'est ça que Pollock faisait, non? Créer une physicité comme des règles qui sont précises. Et quand ça échappe à ton... Oui, j'aime bien faire des choses tellement grandes que ton corps devient presque... Mais pas par des procédés. J'aime bien que ce soit des procédés humains, physiques. J'aime bien justement... comment dire, je n'aimerais pas faire un grand fresque avec un laser ou avec une impression digitale. J'aime bien que ça soit produit de mon corps. C'est ça que je trouve toujours... Je me sens en relation avec la grotte Chauvet à travers le corps. Oui, pas seulement à travers la pensée. C'est en ça peut-être la petite différence que j'aurais avec l'art conceptuel. Je ne suis jamais purement conceptuel. J'ai besoin d'avoir cette physicité, cette relation physique avec les choses. Oui. Donc je vais donner la parole au public, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir les images d'ateliers qui ont une place très importante dans le livre. Vous y revenez beaucoup. J'essaye juste que la dernière image apparaisse. La voilà. Donc je l'ai fait défiler et puis... Oui. Ça, c'est l'atelier de Majorque, mais il y a déjà quelques années. Les choses qui changent le plus, c'est le sol. Le sol de l'atelier est toujours différent. C'est comme une grande palette. Là, c'est à Paris, et vous voyez, le sol est complètement différent de celui d'avant, avec ces verts bizarres et ces bleus. Et le sol, oui, ça, c'est à l'atelier de céramique à Majorque de Villafranca, avec un tableau dedans, mais c'est de... Et le verre, c'est aussi de verre peint en argile. Là, c'est les philosophes. La première, c'est Simone Weil. Et le dernier, c'est Nietzsche. Et avec les lunettes de soleil, c'est Wittgenstein. C'est une collection de philosophes. Voilà, les philosophes. Ouais. Et là, c'est l'atelier majeur avec un critique d'art. Il s'appelle Jordi Lan. Là, c'est l'atelier de céramique des années 4. Le premier atelier de céramique après l'Afrique. Arta, en 91. Et ça, c'est au Mali, Gao. Juste, oui, le premier atelier que j'ai eu. Le fleuve était juste ici derrière. Et la maison ressemble à une céramique à moi déjà. Ça, c'est à Paris, mais ça, c'est maintenant. C'est mon atelier de Paris. Et les crânes d'hippopotame, ils viennent de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez en parler de ce crâne d'hippopotame? Oui, et comment? Oui, le crâne d'hippopotame, mes voisins de Gao ont tué un hippopotame c'est un vieux hippopotame qui avait quitté les troupeaux. Et puis, comme les animaux, les mâles qui quittent un troupeau, c'était un peu... Bon, ils l'ont tué pour manger, disons. Alors j'entendais des coups de feu et puis les enfants m'ont appelé et ils m'ont dit il ne veut pas mourir. Et j'ai dit mais tu vas tirer derrière l'oreille. Et il est mort. Alors elle était très impressionnée parce qu'il tirait à la tête. Tu vois, ça, bien sûr, l'hippopotame, c'est un nez. Bon, après ils m'ont invité à dîner et puis c'était horrible, l'hippopotame. Et puis j'ai dit je vais manger un peu, mais j'aimerais bien si tu me donnes la tête. Et puis j'ai pris la tête, tu vois ce qui restait de la tête, et je vais laisser un an sécher pour rire un peu, et ensuite je ne vais pas dire comment, mais je vais trimballer jusqu'en Europe. Là maintenant il y a prescription, mais je l'ai dans mon atelier, c'est un modèle de mes tableaux,
mais c'est aussi toute une histoire. Mais manger des hippopotames, de vieilles hippopotames, ça, je vous défie à essayer. La mouette pourrie, probablement, ça se vaut. Merci Mickaël, Merci beaucoup. Merci.